Bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre 4, variables aléatoires. Je vous invite, comme précédemment, à prendre des notes, à faire des pauses régulièrement sur la vidéo pour pouvoir essayer de réaliser par vous-même les exercices avant de regarder la correction. Allez, bon courage pour ce nouveau chapitre. Dans ce chapitre, on va avoir besoin de quelques définitions de base, quelques concepts qui vont être récurrents, dont on va beaucoup se servir. L'expérience, tout d'abord, l'expérience aléatoire, on appelle ça également épreuve aléatoire. C'est un ensemble de conditions précises caractérisant un processus à la suite duquel tel ou tel événement est réalisé ou non. Une expérience qui comporte plusieurs événements possibles et qui forment ensemble l'univers oméga. Voilà, donc par exemple, si on jette un dé, on va dire que jeter un dé, c'est l'expérience aléatoire. On peut réaliser cette expérience ou cette épreuve plusieurs fois. C'est aléatoire parce que c'est lié au hasard. Et donc on peut par exemple obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 si on a un dé normal. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce seront donc les événements élémentaires qui vont ensemble former l'univers oméga. Seconde définition, donc une variable aléatoire. Et j'ai noté que c'est une fonction de oméga dans R, l'univers des réels. Donc quand on dit que x est une variable aléatoire, c'est une variable parce que x peut prendre plusieurs valeurs différentes, et puis aléatoire, car la venue de chaque valeur est liée au hasard. Donc dans les jeux de hasard, les variables aléatoires associent un gain à chaque éventualité. Par exemple, quand on a un lancer de dés ou plusieurs dés, qu'on tire à pile ou face, qu'on joue à la roulette, qu'on fait un jeu de cartes. Et par exemple, si on prend grand X, on note généralement donc grand X, la variable aléatoire. Si on note que grand X, c'est la valeur prise par le dé, si on jette un dé à 6 faces, alors grand X, c'est une variable aléatoire qui peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire un petit peu de notation par la suite, mais ça c'est le principe donc d'une variable aléatoire. Enfin, troisième définition, loi de probabilité. Chaque valeur de grand X peut être associée à une probabilité selon une loi que l'on appelle loi de probabilité de grand X. Cette loi comprend donc les différentes valeurs de grand X ainsi que les probabilités associées. Voilà, on va voir qu'il y a différentes manières de présenter les lois de probabilité, mais dans tous les cas, l'idée est de pouvoir faire correspondre à chacune des valeurs prises par la variable une probabilité. Voilà une première illustration de la manière de présenter une loi de probabilité. Donc avec un exemple qui peut difficilement être plus simple, on jette un dé à 6 faces, on note le chiffre qui sort. Donc la loi de grand X ici, on va la noter de la manière suivante. Donc oméga, c'est l'ensemble de tous les cas possibles, l'ensemble des événements élémentaires. Les événements élémentaires, on va les noter entre crochets et espacés par des virgules. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour tout xi appartenant à oméga, donc on note P de grand X égale xi égale 1 sixième. Ici, la loi de probabilité est très simple. Il y a 6 événements élémentaires et chaque événement élémentaire est associé à la même probabilité. On n'a pas besoin de les distinguer pour la notation. Deuxième exemple de notation des lois de probabilité. Dans cet exemple, on jette un dé à 6 faces, mais cette fois, il y a un enjeu. Si l'on fait 5 ou 6, on gagne 1 euro. Si on fait 4, on ne gagne rien. Et si on fait 1, 2 ou 3, on perd 2 euros. Donc dans ces cas-là, la loi de probabilité, c'est toujours le même principe. Il faut donner les différentes valeurs prises par la variable aléatoire. Et donc ici, grand X, la variable aléatoire, ça va correspondre au gain ou à la perte, et non pas à la face qui va sortir. Donc grand X va pouvoir prendre trois valeurs, soit on perd 2 euros, soit on ne gagne rien, soit on gagne 1 euro. Et à chacune de ces valeurs de grand X, on associe une probabilité, et en l'occurrence ici, la probabilité est différente. Donc là, on utilise généralement une notation sous la forme d'un petit tableau dans lequel on indique les valeurs de la variable et les probabilités qui lui sont associées. Un petit mot maintenant sur les différents types de variables. C'est quelque chose qui sera important pour nous dans la deuxième partie du cours, quand on fera des statistiques descriptives, puisque toutes les statistiques que l'on peut faire sur une variable dépendent de la nature des variables. Donc c'est très important pour vous de bien pouvoir distinguer les trois types de variables auxquelles vous pouvez être confronté. Le premier type de variable, ce sont les variables qualitatives. En fait, c'est un abus de langage parce que normalement, lorsque la variable est qualitative, on parle plutôt de caractère. Un caractère, ça correspond donc à une variable, c'est-à-dire que ça peut prendre différentes valeurs, et ces différentes valeurs, on appelle ça des modalités. Alors, comment savoir si une variable est qualitative? Eh bien, on ne peut pas calculer la moyenne. Si par exemple, vous faites passer un questionnaire et que dans ce questionnaire, vous demandez quelle est la CSP, la catégorie socio-professionnelle de la personne, et que vous faites un précodage de ce questionnaire en disant par exemple 1, ça va correspondre à telle catégorie socio-professionnelle, 2, et ainsi de suite, jusqu'à catégorie étudiant,
chômeurs, etc. Donc dans ces cas-là, dans votre tableau, lorsque vous récoltez les données, vous vous retrouvez avec des chiffres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en fonction de la catégorie socio-professionnelle. Donc c'est présenté de manière quantitative, mais pour autant ce n'est pas une variable quantitative, c'est une variable qualitative. La CSP, ça correspond à une catégorie. Et donc ça serait stupide de faire une moyenne sur un échantillon, de dire la CSP moyenne, c'est par exemple 3,7, ça n'aurait juste aucun intérêt, ça ne correspondrait à rien. Donc dans ce cas-là, puisque la moyenne n'a aucun sens, on en déduit qu'il s'agit d'une variable qualitative ou d'un caractère qualitatif. Un autre exemple, c'est la couleur des yeux. Par exemple, si on code 0, marron, 1, bleu, 2, vert, 3, autres, ça serait évidemment stupide de dire que dans l'amphi, les étudiants ont des yeux de couleur 1,8 en moyenne. Voilà, à partir du moment où on peut calculer une moyenne, où ça a un sens, la moyenne de l'amphi c'est 19,2 ans, le revenu des étudiants c'est tant, à partir du moment où on peut calculer une moyenne, où ça a un sens, il y a une moyenne générale par matière, etc., on va parler dans ces cas-là de variables quantitatives. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples, hein, salaire, taille, poids, nombre de frères et sœurs, etc. Donc, les variables quantitatives, on va tomber sur deux types, les variables discrètes et les variables continues. L'idée d'une variable discrète, c'est qu'elle prend des valeurs isolées. C'est-à-dire, par exemple, le nombre de frères et sœurs que vous avez, le nombre de voitures que vous possédez, ça va prendre des valeurs fixes. Pour autant, on peut calculer une moyenne et trouver par exemple que dans l'amphi, vous avez 1,8 frères et sœurs en moyenne, par exemple. Ça sera l'interprétation. Mais en tout cas, on sait que pour chacun d'entre vous, vous aurez un frère, deux frères, trois ou plus. Mais en tout cas, ça va tomber sur une valeur isolée. Au contraire, une variable continue, elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle donné. Donc par exemple le poids, la taille, le salaire. Il n'y a pas de. Si on définit par exemple lorsqu'on parle d'âge, si on peut transformer cette variable en une variable discrète en disant j'ai 18 ans exactement, j'ai 19 ans exactement, mais en soi c'est une variable qui par essence est une variable continue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez 19 ans, 2 mois, 3 semaines, 2 jours, 4 heures. Ça peut prendre n'importe quelle valeur de ce continuum. Alors, un tout petit mot quand même, c'est parfois difficile d'identifier la nature des variables, parce que certaines variables, par exemple, qui sont continues, vont pouvoir être présentes, par exemple l'âge va pouvoir être présenté comme étant une variable discrète. Ça va pouvoir former par exemple des catégories. On va pouvoir définir des catégories d'âge en disant on a les 18-25, les 25-35, les 35-45, etc. Et du coup, une variable qui normalement est une variable continue va pouvoir être mesurée de manière discrète. Et du coup, les traitements statistiques qu'on fera sur cette variable, ce seront des traitements statistiques adaptés aux variables discrètes. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il peut y avoir une subtilité sur la nature des variables, mais le principe en tout cas, c'est qu'elles prennent des valeurs isolées ou bien qu'elles puissent prendre différentes valeurs d'un intervalle. Dans le cadre de ce chapitre et dans le cadre de ce cours, pour ce qui est des variables quantitatives, en probabilité, on travaillera uniquement sur des variables discrètes. Ensuite, il existe des lois de probabilité qui sont spécifiques sur des variables continues, c'est ce que vous verrez donc dans le programme de deuxième année. Il existe plusieurs manières de représenter graphiquement une loi de probabilité. Alors, comme il s'agit, nous, d'une variable discrète, généralement, on la représente à l'aide d'un histogramme qu'on appelle également un diagramme en bâton. Mais sachez qu'il existe évidemment d'autres manières de représenter graphiquement une loi de probabilité d'une variable discrète. Alors là, juste un petit exemple de ce que pourrait être un histogramme. On lance 2 dés et donc on va représenter en abscisse les différentes valeurs prises par la somme des 2 dés. Donc le plus petit qu'on puisse faire c'est 2 si chaque dé fait 1. Le plus grand qu'on puisse faire c'est 12 si les 2 dés font 6. Et donc on voit les probabilités associées en ordonnée. Donc évidemment on a moins de chances de faire 2 ou de faire 12 que de faire 7. C'est la valeur qu'on peut obtenir de la plus de manières différentes. On peut faire 7 en faisant 6 et 1, 5 et 2, 4 et 3, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que on a une valeur supérieure en termes de probabilité pour le 7. C'est ce qu'on nommera le mode quand on fera des statistiques. C'est la valeur d'une variable discrète qui revient le plus souvent. Une autre représentation graphique fréquemment utilisée, c'est celle de la fonction de répartition d'une loi de probabilité.
c'est une fonction qui est croissante en escalier. Et puis l'interprétation est assez simple, donc vous retrouvez aussi en abscisse donc les différents tirages possibles avec la somme des 2D, et puis à gauche la probabilité, mais cette fois la probabilité est cumulée. Si vous voulez, par exemple, on peut lire en commençant en haut à droite du graphique, et du coup on voit à 12 correspond 1, à 12 en abscisse correspond 1 en ordonnée. C'est logique, ça veut tout simplement dire que on est sûr à 100%, on a une probabilité de 1, que la somme des 2D sera inférieure à 12. Et on peut continuer de cette manière-là, donc on est sûr à un petit peu moins de 1, hein, ça doit être 0,9 ou 0,8, que on va faire 11 ou moins, et ainsi de suite. Donc on va lire chaque point en disant ou moins, c'est la valeur ou moins. Et puis ensuite on voit, donc si on arrive à 2, hein, on a une toute petite probabilité associée, donc on sait que faire 2 ou moins, il y a relativement peu de chances. Et puis ensuite on voit le 1, on est sur la barre du 0 en ordonnée, c'est logique, on ne peut pas faire 1 en jetant 2 dés. La notion la plus importante de ce chapitre maintenant, c'est la notion d'espérance mathématique d'une loi de probabilité. Alors initialement, ça représente le gain qu'un joueur est en droit d'attendre dans un jeu de hasard s'il joue un très grand nombre de fois. Je vous rappelle que les probabilités sont nées de l'étude des jeux de hasard. Une variable aléatoire est dite centrée si son espérance est nulle. En fait, le principe de l'espérance, c'est la moyenne, on appellera ça la moyenne quand on fera des statistiques. Je vous ai mis la formule ici. Donc l'espérance, E de grand X, c'est somme de i égale 1 à n des xi multiplié par p de grand X égale xi. En fait, ça consiste tout simplement à associer les xi, ce sont les gains et les pertes, et les p de grand X égale xi, ce sont les probabilités associées. Par exemple, si on prend un jeu comme le loto, on peut avoir une perte. La perte, ça va correspondre tout simplement au prix du ticket. Donc si par exemple on dépense 2 euros, on aura la première valeur de xi qui sera moins 2. Et on va avoir une probabilité associée, a priori très élevée, parce qu'on a beaucoup de chances quand même, si on joue au loto, de perdre ces 2 euros. Et ensuite, on va pouvoir associer à chacune des valeurs xi, donc vous pouvez gagner par exemple 10 euros, 100 euros, 100 000 euros et 1 million, prenons par exemple ces différentes valeurs. Et pour la valeur 10 euros, vous allez avoir une probabilité, par exemple, vous allez avoir 5% de chance de gagner ces 10 euros. Et vous allez ensuite avoir 5% de chance, donc P de grand X égale xi, qui va valoir cette fois, par exemple, 0,01% de chance de gagner 1000 euros, et ainsi de suite. Donc, c'est finalement une moyenne pondérée des gains associés aux probabilités de chacun de ces gains et de la perte avec la probabilité associée de la perte. Donc si le résultat du calcul de l'espérance est positif, ça veut dire tout simplement que sur un très grand nombre de fois, c'est intéressant pour vous de jouer à ce jeu, de lancer cet investissement. Il y a plein de manières différentes d'appliquer l'espérance, mais en tout cas, si l'espérance est positive, ça veut dire que sur un grand nombre de fois, on s'y retrouve, on gagne. La plupart du temps, évidemment, si on traite des jeux de hasard, hein, tous les jeux des casinos, de la Française des Jeux, enfin toutes les institutions qui proposent des jeux, évidemment proposent des jeux qui ont une espérance négative, puisque sinon elles ne gagneraient pas d'argent. Voilà, mais c'est le principe des probabilités et de l'espérance, c'est que ça lisse sur un très grand nombre de cas. Donc s'il y a un très grand nombre de joueurs à ces jeux, eh bien l'institution qui monte ces jeux gagne de l'argent. Mais évidemment, parmi ces joueurs, il y en aura quelques-uns qui vont mettre 2 euros, qui auront un coût de 2 euros et qui auront un gain net de plusieurs millions. C'est bien sûr le principe, et c'est pour ça que les gens y jouent. Le deuxième concept important de ce chapitre, c'est la variance d'une loi de probabilité. On retrouvera la notion de variance en statistique, elle est vraiment centrale, comme j'aurai l'occasion de vous le redire. La variance, ça représente la dispersion. Donc la variance d'une loi de probabilité, c'est la dispersion d'une loi de probabilité. Et elle se calcule par la moyenne des carrés des écarts à une tendance centrale. Donc ici, la tendance centrale, ça sera l'espérance. En statistique, ça sera la moyenne. On verra que c'est finalement la même chose. Je vous ai mis la formule, donc variance de x, c'est sigma, la somme de i égale 1 à n, de la différence donc entre xi et e de x, entre chaque valeur prise par la variable et l'espérance. Ces valeurs-là, on les met au carré et on les pondère ensuite par les probabilités. Ça revient finalement à se poser la question, quel est l'écart moyen à la moyenne, mais cet écart, il est au carré. On passe par le carré de manière à éviter que les écarts
au-dessus de la moyenne ne se compense par les écarts en dessous de la moyenne. Donc tous ces écarts sont mis au carré. Ça rend du coup la variance un petit peu difficile à interpréter. Même si on l'utilise beaucoup pour les calculs ensuite, la plupart du temps, vous allez le voir en statistique, on va décortiquer, on va décomposer la variance. Euh, L'idée de la décomposition de la variance, c'est d'étudier justement dans quelle mesure une variable varie et pourquoi elle varie. On cherche ensuite à expliquer cette variance. Vous allez voir que la plupart des calculs qu'on fait en statistique consistent à essayer de décomposer justement cette variance pour l'expliquer. Mais pour l'interpréter, par contre, on préférera utiliser sa racine carrée. C'est l'écart type. L'avantage de l'écart type, c'est qu'il est dans, et ce n'est pas un indicateur carré, puisqu'on est passé par la racine, et c'est donc un indicateur qui est dans la même unité de mesure que la moyenne. Donc si par exemple on utilise une distribution, une probabilité de gain, eh bien on va avoir une moyenne qui sera en euros ou en dollars, et on va avoir un écart type qui sera dans la même unité. L'écart type et la moyenne, donc l'écart type ou l'espérance dans le cadre de probabilité, ce sont deux indicateurs fondamentaux puisqu'ils vont nous donner à la fois quel est le gain moyen ou la perte moyenne qu'on est en mesure d'attendre, mais également est-ce qu'il y a beaucoup de variations autour de cette moyenne, de cette espérance. Voilà, on se sert également de la propriété suivante. Une variable aléatoire est dite réduite si sa variance est nulle. Voilà, on verra ensemble dans un chapitre ultérieur à quoi servent les données centrées réduites. Mais donc, pour qu'une donnée soit réduite, il faut que la variance soit nulle. Et pour qu'elle soit centrée, donc l'espérance soit nulle. Vous avez noté et compris ce qu'était la variance, l'espérance. On fait tout de suite une application très simple avec un exercice on ne peut plus facile. On jette un dé à 6 faces. Si l'on fait 5 ou 6, on gagne 1 euro. Si on fait 4, on ne gagne rien. Et si l'on fait 1, 2 ou 3, on perd 2 euros. Voilà, prenez le temps de calculer la variance et l'espérance, faites pause et écoutez ensuite la réponse. Voilà, donc vous voyez apparaître la loi de probabilité. En haut à droite, c'est le tableau avec des traits verts. Donc on a aux différentes valeurs de x associées des probabilités. Ce sont les mêmes informations que l'on avait précédemment. Alors, j'ai tout d'abord appliqué la formule de l'espérance. E de x égale sigma de i égale 1 à n de xi fois p de grand x égale xi. Donc cette formule est très simple. On va simplement remplacer i égale 1 à n par i égale 1 à 3, donc c'est-à-dire les trois valeurs prises par grand X. Vous voyez dans la première ligne du tableau, les valeurs de grand X, eh bien x1 c'est moins 2, x2 c'est 0 et x3 c'est 1. Et ensuite, dans les probabilités associées, on va pouvoir donc associer P de grand X égale X1, c'est 1 demi, P de grand X égale X2, c'est 1 sixième, et P de grand X égale X3, c'est 1 tiers. Voilà, donc comme on a un sigma, on n'a plus qu'à faire la somme des trois, moins 2 fois 1 demi, première colonne, plus 0 fois 1 sixième, deuxième colonne, plus 1 fois 1 tiers, troisième colonne. On a donc une espérance mathématique qui vaut moins 2 tiers. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Cette valeur-là, on peut la mettre en euros, si par exemple le gain et la mise étaient en euros. Donc, moins 2 tiers, donc ça fait moins 67 centimes. Ça veut dire qu'en moyenne, si jamais vous jouez un très grand nombre de fois à ce jeu, en moyenne, vous perdrez 67 centimes d'euros par partie. Alors évidemment, il y a des parties où vous allez gagner, il y a des parties où vous allez perdre. Vous n'allez jamais perdre 66 centimes, mais sur un très grand nombre de fois, en moyenne, vous perdrez 66 centimes. Maintenant, application de la formule de la variance, donc V de grand X égale, et donc de la même manière, les XI, ce sont donc les valeurs moins 2, 0 et 1, et puis les P de grand X égale XI, ce sont les valeurs 1 demi, 1 sixième et 1 tiers. Enfin, la valeur de E de grand X, c'est celle qu'on vient de trouver, donc c'est moins 2 tiers. Voilà, donc vous voyez, j'ai simplement remplacé dans la formule, dans le sigma, par les trois valeurs prises par la variable. Donc moins 2 plus 2 tiers au carré, fois 1 demi, plus 0, plus 2 tiers au carré, multiplié par 1 sixième, à chaque fois la probabilité. Enfin, 1 plus 2 tiers. Donc comme l'espérance vaut moins 2 tiers, c'est pour ça, en faisant moins et moins, c'est pour ça qu'on obtient un plus, à chaque fois le plus 2 tiers.
Et donc le résultat pour la variance, c'est 1,88888 et ainsi de suite. Comme je vous ai dit, la variance est difficile à interpréter. Ça serait en quelque sorte des écarts au carré, donc des euros au carré, c'est pas très intelligible. Du coup, on passe par l'écart type, sigma de x, la lettre grecque sigma, donc c'est la racine de la variance. La racine de 1,888, c'est environ donc 1,374. Et donc ça nous indique quel est l'écart moyen par rapport à la moyenne de moins 2 tiers. Donc on voit que sur des sommes de 0, de moins 1 à 2 euros, finalement, un écart de 1,375, c'est relativement moyen, mais ça veut dire que la dispersion finalement reste assez faible. Hein. On voit de toute façon que les sommes engagées ne sont pas très importantes. Donc là, l'écart type est plutôt réduit. Trois propriétés maintenant à connaître sur la variance et l'espérance. Alors tout d'abord, première propriété en haut à gauche, c'est l'espérance de a de x plus b égale a fois espérance de x plus b. Qu'est-ce que ça signifie? On va prendre les lettres a et b séparément pour l'explication. Tout d'abord, la lettre a. E de a de x, ça signifie tout simplement que chacune des valeurs prises par la variable a été multipliée par un même indice. Par exemple, on va augmenter tout le monde de 50%. Eh bien, si on augmente tout le monde de 50%, eh bien, de l'autre côté, on aura a fois e de x, c'est-à-dire en d'autres termes, c'est comme si on multipliait par 1,5 la valeur du salaire moyen. Ensuite, si on augmente tout le monde de 100, eh bien, ça fait augmenter la moyenne de 100. Hein, si jamais je vous dis la note de l'examen, la note moyenne était pas très mauvaise, était assez mauvaise, j'ai rajouté finalement 2 points à tout le monde, eh bien si je rajoute 2 points à tout le monde, ça fait mécaniquement monter la moyenne de la classe de 2 points. Pour la variance, on voit que l'impact est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on reprend l'indicateur A, donc si on multiplie par exemple tous les salaires, on décide d'augmenter tous les salaires par exemple de 50%, eh bien, quel impact sera sur la dispersion des salaires? Eh bien, si on augmente tous les salaires de 50%, ça veut dire que l'augmentation des hauts salaires sera plus importante en euros que l'augmentation des petits salaires. En d'autres termes, il y aura davantage encore d'écart entre les plus hauts et les plus bas des salaires. Et on voit donc que ce rapport, il est au carré, puisque justement la variance indique une dispersion au carré. Par contre, B, on voit que B disparaît tout simplement parce que si on augmente tous les salaires de la même chose, si on augmente par exemple tous les salaires de 100 euros, eh bien finalement la dispersion des salaires, elle ne changera pas. C'est-à-dire que tout le monde aura été augmenté de 100 salaires, mais la différence entre les uns et les autres, la variation des salaires, restera, elle, constante. Enfin, la troisième propriété, c'est la propriété de Koenig-Huygens, avec la petite illustration de Koenig et de Huygens. Voilà, donc c'est une autre méthode pour calculer la variance de manière plus rapide, et on va l'utiliser assez fréquemment. Donc je vous conseille de retenir cette formule qui, bien souvent, nous aide à gagner du temps. On va faire une illustration de ces trois propriétés maintenant, en commençant par la propriété de Koenig-Huygens. Voici donc l'application de la formule de Koenig-Huygens, une autre manière de calculer la variance. On avait calculé dans l'exercice précédent une variance, on va voir qu'on retrouve évidemment le même résultat en utilisant cette formule. Donc en appliquant le tableau, regardez, j'ai indiqué en dessous la variance de grand X, c'est l'espérance de x au carré. Donc l'espérance, ça consiste simplement à associer à chacune des probabilités une valeur de x. Et bien cette valeur de x, on aura simplement à la mettre au carré. Donc moins 2, la variable est au carré, fois 1 demi la probabilité. On fait pareil pour la deuxième colonne. 0 au carré, donc ça fera 0, fois 1 sixième, ça fera un 0 de toute façon. Enfin, 1 au carré, là, donc ça va faire 1, multiplié par 1 tiers. Donc on a fait la somme donc, de l'espérance des x au carré, et ensuite on va faire moins, et cette fois l'espérance de x qu'on a préalablement calculé, on va prendre le résultat de cette espérance et on va le mettre au carré. Alors attention de ne pas se tromper, puisque c'est le moins 2 tiers qui est au carré, on va quand même garder le moins de la soustraction entre les deux calculs d'espérance. On voit donc qu'on retrouve 1,888, tout va bien, c'est le même résultat.
Petit exercice d'application donc sur le calcul de l'espérance et de la variance d'une variable aléatoire. Donc une variable aléatoire grand X peut prendre les valeurs 0, 1 ou 2. Déterminer sa loi de probabilité, sachant que l'espérance de X égale 1 et la variance de X égale 1 quart. Prenez le temps d'essayer de le faire par vous-même avant de regarder le résultat. Faites pause. Le but de l'exercice, c'est donc de déterminer une loi de probabilité. Une loi de probabilité, ça consiste donc, comme on l'a vu juste avant, à associer à chaque valeur de la variable, chaque xi, une probabilité. Donc ici, xi peut prendre trois valeurs. Je les ai indiquées donc dans le tableau, 0, 1 ou 2. Donc finalement, déterminer sa loi de probabilité, ça consiste simplement à associer une probabilité à chacune de ces valeurs. On va donc chercher à remplir le tableau suivant afin de terminer l'exercice. P de x égale 0, P de x égale 1 et P de x égale 2. On a donc trois inconnus. Pour trouver ces trois inconnus, récapitulons les informations dont on dispose. Si on pouvait avoir trois équations, ça nous arrangerait bien pour trouver les trois inconnus. Alors, première information, on le sait, lorsqu'on a une loi de probabilité, la somme des différentes probabilités associées à la variable va nous donner 1. Donc ici, on peut noter que P de x égale 0 plus P de x égale 1 plus P de x égale 2 égale 1. Ça fera donc notre première équation d'un système qu'on espère à trois inconnus. Deuxième information, on sait que l'espérance de x vaut 1. Donc on note que E de x égale 1. Maintenant, j'ai simplement à remplacer par l'application de la formule de l'espérance. Donc la formule de l'espérance, ça consiste simplement à prendre chacune des trois colonnes et à chaque fois de multiplier la valeur de xi par la valeur de la probabilité associée. Donc je prends la première valeur de xi, 0, et je multiplie par p de x égale 0, plus 1, la seconde valeur de xi, multipliée par p de x égale 1, plus 2, la troisième valeur de xi, multipliée par p de x égale 2. Et donc, p de x égale 0 fois 0, ça va nous donner 0. Il va nous rester simplement p de x égale 1 plus 2 fois p de x égale 2. Et donc, on sait que cette espérance vaut 1. Ça nous fera donc notre seconde équation de notre système. La troisième information dont on dispose, c'est que la variance de x vaut 1 quart. Alors, on va se servir de la propriété de Koenig-Huygens que je vous ai simplement présentée dans l'autre sens. Au lieu de noter v de x égale, j'ai noté cette fois e de x au carré égale et j'ai fait passer la variance de l'autre côté. Donc e de x au carré, c'est la variance de x plus l'espérance de x, le tout au carré. Alors, la variance de x, on le sait, c'est dans l'énoncé, elle vaut 1 quart. L'espérance de x, on le sait également, ça vaut 1. Donc on le met au carré, ça fait 1 au carré, ça va donc faire 1. La variance de x plus l'espérance de x au carré, ça va donc nous faire 5 quarts. Maintenant, remplaçons e de x au carré. Calculons-le directement. L'espérance de x au carré, qu'est-ce que c'est? C'est chacune des valeurs de xi que l'on va multiplier par le p de x associé. Donc on va prendre la première valeur, 0 au carré fois p de x égale 0. Ça va faire 0, ça va pouvoir disparaître rapidement. Plus 1 fois p de x égale 1, ça va faire tout simplement p de x égale 1. Plus 2 au carré fois p de x égale 2. Et donc on sait que ça va donner 5 quarts. 1 quart plus 1 au carré. On passe à la troisième et dernière ligne. Donc e de x2, on voit par rapport à la ligne du dessus que le 0 a disparu. Le 1 au carré fois p de x égale 1, il ne reste plus que p de x égale 1. Ensuite, 2 au carré, donc ça va donc nous faire 4 fois p de x égale 2. Et le 1 quart plus 1 au carré, donc ils nous font 5 quarts. Voilà, c'est la troisième et dernière ligne. Là, ça va représenter la troisième information dont on dispose, et donc la troisième ligne dans notre système de trois équations à trois inconnus. En ayant compilé toutes les informations dont on dispose dans cet énoncé, on se retrouve bien avec trois équations de trois inconnus, p de x égale 0 plus p de x égale 1 plus p de x égale 2 égale 1, et ainsi de suite. On s'aperçoit que dans l'équation numéro 2 et l'équation numéro 3, il n'y a que deux variables, p de x égale 1 et p de x égale 2. Donc on va se servir
en priorité de ces deux équations pour essayer de trouver P de x égale 1 et P de x égale 2. Et comme ça, on n'aura plus qu'à remplacer les valeurs de P de x égale 1 et P de x égale 2 dans la première équation pour trouver P de x égale 0. La résolution du système est assez simple. Je vous ai remis le système en haut à droite de l'écran. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est qu'on se serve principalement de la ligne 2 et 3. Alors, dans la ligne 2, P de x égale 1 plus 2 P de x égale 2 égale 1, j'ai simplement fait passer le 2 fois P de x égale 2 de l'autre côté, de manière à isoler P de x égale 1. On sait donc maintenant que P de x égale 1 est équivalent, c'est la même chose, c'est égal à 1 moins 2 fois P de x égale 2. Donc dans la troisième équation, je vais remplacer P de x égale 1 par sa valeur au-dessus, 1 moins 2 fois P de x égale 2. J'ajoute ensuite les 4 P de x égale 2, c'est égal à 5 quarts, et de cette manière-là, je n'ai plus qu'une équation avec une inconnue. Donc je résous facilement en faisant passer tout de l'autre côté, de P de x égale 2 égale 5 quarts moins 1, et ensuite, donc P de x égale 2 égale 1 huitième. La valeur de P de x égale 2 égale 1 huitième. Ensuite, je la réintroduis dans la deuxième équation. Dans la deuxième équation, on avait P de x égale 1 plus 2 fois P de x égale 2 égale 1. Donc je remplace simplement le 2 fois P de x égale 2 par la valeur 1 huitième. Et je trouve de cette manière P de x égale 1 qui vaut 3 quarts. Une fois que j'ai trouvé la valeur de P de x égale 2 qui vaut 1 huitième et la valeur de P de x égale 1 qui vaut 3 quarts, j'introduis ces deux valeurs dans la première équation, donc P de x égale 0, et donc je remplace par les différentes valeurs, et je trouve 1 moins 3 quarts moins 1 huitième, et je trouve donc P de x égale 0 égale 1 huitième. Voilà, pour soigner la présentation, je reporte ensuite chacune des probabilités que l'on vient de trouver dans le tableau initial, de manière à pouvoir présenter la loi de probabilité de grand X. Deuxième exercice sur l'application des propriétés relatives à la variance et à l'espérance. Voilà l'énoncé. Donc dans une classe de TD, les étudiants ont réalisé des travaux de groupe. Les notes sont les suivantes. Vous voyez donc différents groupes ABCD qui ont respectivement eu 10, 11, 13 et 17. Vous n'étiez pas là ce jour-là, mais votre groupe était présent. Vous aurez donc sa note. Vous ne connaissez pas le nom de votre groupe. Donc vous ne savez pas si c'est le groupe A, B, C ou D. Mais vous estimez que le travail n'était pas excellent, et donc vous avez environ 50% de chances pour que ce soit le groupe A, 25% de chances pour que ce soit le groupe B, 15% de chances pour que ce soit le groupe C, et 10% de chances pour que ce soit le groupe D. On va poser comme variable aléatoire grand X la note que vous avez obtenue. Voilà, première question, on va déterminer l'espérance de grand X, votre note obtenue, la variance et l'écart type. Ensuite, pour appliquer les deux formules, les deux autres propriétés, le chargé de TD décide d'augmenter les notes de 1 point. Quel impact cela aura-t-il sur l'espérance, la variance et l'écart type? Enfin, question C, le chargé de TD change d'avis et préfère augmenter les notes de 10%. Quel impact cela aura-t-il sur l'espérance, la variance et l'écart type? Voilà, je vous invite à essayer par vous-même cet exercice. Sortez votre calculatrice, une feuille, et puis regardez ensuite la correction. Voilà, pour répondre à la première question, j'ai commencé par présenter le petit tableau qui représente la loi de probabilité de grand X. Donc à chacune des valeurs de xi, c'est-à-dire la note que vous allez obtenir, je vous rappelle que la variable grand X correspond à la note que vous allez obtenir, j'ai associé les probabilités qui étaient données dans l'énoncé. On avait 50% de chance d'avoir 10, d'appartenir au groupe A, et ainsi de suite. Voilà, donc j'ai simplement appliqué les formules, je vous ai mis le détail en dessous, vous pouvez regarder tranquillement. Donc pour l'espérance de x, c'est simple, je prends chaque valeur de xi, donc la première colonne, 10, fois 0,5, la probabilité associée. Je passe ensuite à la seconde colonne, et ainsi de suite. Donc vous voyez l'application de la formule de la variance, de l'espérance, pardon, qui est très simple. On a une espérance de 11,4. Donc vous pouvez vous attendre à avoir, c'est-à-dire si vous étiez dans un très grand nombre de fois dans cette situation, vous pourriez espérer avoir 11,4 en moyenne. Mais vous êtes sûr que vous n'aurez pas 11,4 exactement, qu'on soit bien d'accord. Ensuite, pour le calcul, nous avons besoin de E de x au carré. Donc vous voyez que c'est exactement le même calcul que la ligne précédente, simplement chacun des xi est élevé au carré.
Cette fois, donc, on obtient 134,5. On va se servir de ce 134,5 pour calculer ensuite la variance. Donc la variance, je vous ai mis troisième ligne en blanc là, V de x égale, et donc vous retrouvez la formule de Koenig-Huygens. Donc E de x au carré, c'est ce qu'on vient de trouver, 134,5, moins E de x, le tout au carré, c'est-à-dire l'espérance, 11,4, que l'on met au carré. En faisant donc cette soustraction, on trouve 4,54 pour la variance. L'écart type, c'est simplement donc la racine carrée de la variance. On fait la racine carrée de la variance, on trouve 4,54. En d'autres termes, si vous vous retrouviez un très grand nombre de fois dans cette situation, ce qui, je vous l'accorde, est peu probable, vous aurez en moyenne 11,4 et avec un écart type, un écart moyen à cette moyenne de 2,13. Question B. Le chargé de TD décide d'augmenter les notes de 1 point. Quel impact cela aura-t-il sur l'espérance, la variance et l'écart type? Alors la première possibilité, ça consiste évidemment à reprendre le tableau initial, augmenter toutes les notes de 1 point et de refaire le calcul. Mais pour gagner du temps, on va utiliser les deux propriétés qui sont sur la partie gauche de votre écran. E de a de x plus b égale a de e de x plus loin plus b, et v de a de x plus b égale a carré fois v de x. Donc on va tout d'abord appliquer la première, c'est la première ligne. Donc e de a de x plus b. Là, l'idée, c'est que toutes les notes ont été augmentées de 1 point. Donc finalement, ça revient à calculer l'espérance de x plus 1. On a augmenté toutes les notes de 1 point. Et ça, c'est tout simplement la moyenne, donc l'espérance, augmentée de 1 point. Donc on avait une espérance qui était de 11,4 sur 20. Donc on ajoute 1 point et on se retrouve maintenant avec une espérance de note de 12,4 sur 20. Au niveau de la variance, alors v de a de x plus b égale a carré fois v de x, quand on l'applique, on voit bien que le b disparaît. Donc la nouvelle variance ne change rien par rapport à l'ancienne variance. Le fait que les notes aient augmenté de 1 point n'a pas d'impact sur la variance. Il en est de même pour l'écart type. Alors d'où est-ce que cela vient? C'est simple, on a une distribution de notes, et cette distribution de notes, elle est simplement augmentée d'1 point. Mais sa forme ne change pas, c'est-à-dire que la dispersion, l'écart entre les notes, reste inchangé. Donc finalement, la seule répercussion que cela aura, c'est d'augmenter l'espérance de votre note de 1 point, sans modifier la variance ni l'écart type. Dernière question. Le chargé de TD change d'avis et préfère augmenter les notes de 10%. Quel impact cela aura-t-il sur l'espérance, la variance et l'écart type? Vous pouvez bien sûr résoudre cet exercice en reprenant chacune des notes et en les augmentant de 10%, en multipliant par 1,1, et en recalculant l'espérance, la variance et l'écart type. On va gagner du temps et on va utiliser toujours les deux propriétés vues précédemment. Donc, première propriété, espérance de a de x plus b, c'est a fois e de x plus b. Donc, augmenter toutes les notes de 10%, ça revient tout simplement à multiplier chaque valeur de grand x, chaque valeur de x par 1,1. Ça revient tout simplement à multiplier du coup la moyenne par 1,1. On avait 11,4 de moyenne, on multiplie donc par 1,1. C'est le A dans la première ligne à gauche. On a donc maintenant un espoir d'avoir 12,54 en moyenne. Application maintenant de la variance, v de ax plus b, c'est a carré fois v de x. Donc ici, on remplace a par 1,1. On augmente les notes de 10%. Hein. Donc la variance de 1,1 fois x, c'est 1,1 au carré fois v de x. Je vous rappelle qu'on mesure des écarts au carré quand on calcule la variance, d'où le carré. Ce qui va faire donc 4,54 fois 1,1 au carré, on a 5,4934. Enfin, l'écart type, deux manières, soit on prend la nouvelle variance et on en calcule la racine carrée, soit on prend l'ancien écart type et on le multiplie par 1,1. On n'a pas besoin cette fois de passer par le carré, puisque c'est un indicateur d'ordre 1. Ce ne sont pas des écarts au carré, mais ce sont des écarts dans l'unité de mesure de la variable. Donc ici, des notes sur 20. Donc on passe à un écart type de 2,34. Le bilan sur cette question, c'est que si on augmente toutes les notes de 10%, évidemment, votre espérance de moyenne va augmenter de 10%. Mais par ailleurs,
la dispersion sera plus importante. Et c'est logique que la dispersion soit plus importante parce que augmenter, par exemple, le groupe qui a 16 de 10%, ça revient à lui ajouter 1,6 points, alors que augmenter le groupe qui a eu 10 de 10%, ça ne revient à lui attribuer que 1 point supplémentaire. En d'autres termes, cette dernière solution va privilégier les groupes qui ont eu les meilleures notes par rapport aux groupes les plus faibles, et donc ça va contribuer à accroître la dispersion entre les groupes. Dernier exercice. Vous jouez à la roulette. Ce jeu comprend 37 cases numérotées de 0 à 36. Il y en a 18 rouges, 18 noirs et une verte, la case numéro 0. Si vous misez sur une des deux couleurs, vous gagnez 2 fois votre mise si la couleur sort. Si vous jouez un numéro, alors vous gagnez 36 fois la mise si un numéro sort. Enfin, toute mise sur le 0 est interdite. À chaque fois que la bille tombe sur le 0, ça permet au casino de gagner de l'argent. Cette roulette n'est pas truquée. Ça signifie donc que tous les événements élémentaires sont équiprobables. Première question, petit a. Déterminer la loi de probabilité, puis calculer l'espérance et l'écart type du gain de la variable aléatoire grand XC, si vous misez A euros sur une couleur. Deuxième question, petit b. Déterminer la loi de probabilité, puis calculer l'espérance et l'écart type du gain de la variable grand X égale grand Xn si vous misez A euros sur un numéro. Dans la première question, on nous demande donc de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand XC. Ça consiste donc à donner les valeurs que peut prendre grand XC, c'est-à-dire le gain et la probabilité associée. Alors le gain, puisqu'on mise A euros, on va perdre au maximum A euros. Donc c'est pour ça que j'ai indiqué moins A en haut à droite du tableau. Ensuite, si l'on gagne, on gagne 2 fois notre mise. Donc on gagne 2A, mais comme on a misé A, finalement, notre gain net est de A. Si on mise sur les rouges, il y a 18 cases rouges sur les 37 cases. Donc la probabilité, c'est 18 sur 37. Si on mise sur les noirs, la probabilité est également de 18 sur 37. Donc quel que soit notre choix de couleur, la probabilité de gagner, c'est 18 sur 37. Et pour déterminer la probabilité de perdre, on fait 1 moins 18 sur 37, ça fait 19 sur 37. Ça correspond aux 18 cases de l'autre couleur et la case verte. On peut donc appliquer la formule de l'espérance. Je vous ai rappelé la formule de l'espérance. On va simplement faire la somme de A fois P2 des différents XI associés aux différentes probabilités. Donc A fois 18 sur 37 moins A fois 19 sur 37. On a donc une espérance de moins A sur 37. Pour calculer la variance maintenant, on utilise la formule de Koenig-Huygens que je vous ai indiquée en blanc. Et donc on a besoin d'un calcul intermédiaire qui est l'espérance de x au carré. Donc ça consiste simplement à associer à chaque valeur de grand XC son carré multiplié par la probabilité associée. Donc on prend la première colonne, on prend le A, on le met au carré, on multiplie par la probabilité associée, 18 sur 37. Ensuite on fait plus et on ajoute la seconde valeur, donc moins A au carré, multiplié par la probabilité associée, 19 sur 37. Quand on simplifie l'écriture, on a 37 sur 37 A carré, ça nous fait donc A carré. On n'a plus qu'à appliquer la formule, on remplace donc par les valeurs pour calculer la variance. E de x au carré, on vient de le calculer précédemment, ça nous a donné A au carré, et on retranche l'espérance E de x que l'on met au carré. On avait trouvé moins A sur 37, donc on met au carré moins A carré sur 37 au carré. On obtient donc une variance de 1368 fois A carré divisé par 1369. Il nous reste enfin à calculer l'écart type. On a simplement à appliquer la formule écart type égale racine carrée de la variance. On applique la racine et en simplifiant l'écriture, on obtient 6 fois A racine de 38 divisé par 37. Notez bien que vous n'êtes pas obligé de simplifier l'expression de la même manière que moi. Pour l'interprétation, on voit à la fin de la question B, on fait un petit bilan global de l'ensemble de l'interprétation aux deux questions. Dans cette deuxième question, on nous demande maintenant de calculer toujours l'espérance et l'écart type
de la variable aléatoire ainsi que sa loi de probabilité. Cette fois, on mise sur des numéros. On mise A euros sur un numéro. Et donc, j'ai noté le gain et la perte. Donc, la perte, c'est A, c'est-à-dire, enfin, moins A en l'occurrence, si on perd notre mise. On ne peut pas perdre plus que ce que l'on a misé, moins A. Et maintenant, si on gagne 36 fois la mise. Donc, comme on a misé A, il nous reste un gain net de 35 fois notre mise, donc 35 fois A. Voilà, je vous ai donc fait le petit tableau de la loi de probabilité. On a maintenant grand X n qui peut prendre deux valeurs, 35A ou moins A, et les probabilités associées en dessous. Comme il y a 37 cases, eh bien, si je choisis une des 37 cases, enfin une des 36 cases disponibles, j'ai donc une chance sur 37 de tomber dessus. Et au contraire, donc, il y a 36 chances sur 37 que je perde. Je peux donc appliquer la formule de l'espérance, donc E de x, sigma de y égale 1 à n de xi, fois l'épée de grand X égale xi. Donc je prends la première colonne et je prends le xn, 35a, je multiplie par la probabilité associée, 1 sur 37, et j'additionne, je fais plus, moins a, donc faire plus moins a, c'est comme faire directement moins a fois la probabilité associée, 36 sur 37. J'obtiens la même espérance que précédemment, moins a sur 37. Pour calculer la variance, comme dans la question précédente, on utilise la formule de Koenig-Giens, v de x égale e de x carré moins e de x, le tout au carré. Donc on applique pour la première colonne, on va donc faire 135 au carré fois a au carré fois 1 sur 37, et on va ajouter moins a au carré multiplié par 36 sur 37. On obtient 1261 fois a carré divisé par 37. Une fois le calcul intermédiaire réalisé, on peut maintenant appliquer la formule e de x au carré, c'est donc le résultat précédent, 1261 fois a carré divisé par 37, et on retranche e de x, le tout au carré. Comme e de x vaut moins a sur 37, on met tout au carré, et donc ça fait moins a au carré divisé par 37 au carré. Ça nous donne donc 46 656 fois a carré divisé par 1369 pour la variance. Enfin, pour l'écart type, comme précédemment, on applique simplement racine de la variance, et on obtient 216a divisé par 37. Récapitulons nos résultats. Je vous ai donné ici l'espérance et l'écart type, soit si l'on joue la couleur, soit si l'on joue les numéros. On observe que dans les deux cas, l'espérance mathématique est la même. Et on observe dans les deux cas qu'elle est négative, moins a sur 37. L'écart type, par contre, est différent. Pour mieux l'interpréter, ce que je vous propose, c'est qu'on remplace a, la mise que l'on va jouer initialement, par une valeur quelconque. Prenez l'exemple d'une mise de 10 euros, donc si a égale 10 euros, en remplaçant dans e de xc, on trouve moins 0,27 euros. On trouve également moins 0,27 euros si on remplace dans e de xn, évidemment. Ça veut dire que, en moyenne, si on joue un très grand nombre de fois à la roulette et que systématiquement on mise 10 euros, eh bien, on perdra en moyenne 27 centimes d'euros à chaque fois que l'on jouera. Maintenant, regardons l'écart type. Il vaut 9,99 si on joue les couleurs. Il vaut 58,38 si on joue les numéros. Il est beaucoup plus important si on joue les numéros. Et donc, c'est logique. Il y a beaucoup plus de dispersion dans les gains si on joue les numéros que si on joue les couleurs. Et c'est logique. Si on joue les couleurs, on gagne A, on perd A, on gagne A, on perd A. Alors que si jamais on joue les numéros, on va gagner très rarement, mais par contre, lorsqu'on va gagner beaucoup. Donc il y aura beaucoup plus d'écart entre les gains et les pertes, ce qui explique donc que la dispersion est plus importante. Félicitations, vous êtes arrivé au bout du chapitre 4. Allez, courage, plus qu'un chapitre, le chapitre 5, avant d'en avoir fini avec les probabilités et de se revoir en amphi pour les statistiques et vos questions sur les probabilités.